La déclaration Balfour de novembre 1917 est un document essentiel pour comprendre les problèmes du Moyen-Orient, puisque c'est un texte fondateur de ce qu'on peut appeler la question palestinienne. Ce texte est signé le 2 novembre 1917 par James Arthur Balfour, qui est alors ministre des Affaires étrangères britannique, et il est adressé à Lord Rothschild, qui est le très respectable représentant de la communauté juive de Londres. Le préambule du texte précise que la déclaration a été soumise au cabinet, c'est-à-dire au gouvernement, et approuvée par lui. Donc il s'agit bien de la position officielle de la Grande-Bretagne et non pas d'une déclaration personnelle de Lord Balfour. Écoutons ce que dit cette déclaration. Ministère des Affaires étrangères, 2 novembre 1917. Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Signé Arthur James Balfour. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pour comprendre la déclaration Balfour, il faut bien sûr retracer d'abord le contexte général. On est en novembre 1917, donc en pleine guerre. La Palestine dont parle le texte est une région de l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman est en guerre, allié des puissances centrales, allié de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, donc en guerre contre la Russie, la France et l'Angleterre. Il est essentiel de souligner qu'en novembre 1917, la guerre est loin d'être gagnée pour les Alliés. Les fronts sont encore en France, en Italie, en Russie. Alors certes, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne en avril 1917, mais leur renfort n'arrive que lentement. À cette époque, les États-Unis ne sont pas une grande puissance militaire et mettre sur pied une armée demande du temps. D'autre part, à l'Est, la révolution russe représente un avantage essentiel pour les puissances centrales. Les bolcheviks viennent de prendre le pouvoir et ils l'ont fait en promettant la paix. Il est donc probable qu'il n'y aura bientôt plus de front russe. Par contre, au Moyen-Orient, ce sont les Anglais qui sont à l'offensive. Aidés par une révolte arabe contre les Turcs, leur armée, à partir de l'Égypte, pénètre en Palestine. Au moment de la déclaration Balfour, elle est aux portes de Jérusalem. Jérusalem qui sera prise par l'armée anglaise au début de décembre 1917. Il est donc vraisemblable que l'Empire ottoman, qui est dirigé par une dynastie turque, ne pourra pas maintenir sa domination sur les régions arabes de l'Empire. Que faire de ces régions ? La déclaration Balfour répond à une partie de cette question en se prononçant en faveur des aspirations sionistes en Palestine. Mais nous verrons qu'une lecture attentive de ce texte, qui est très bref, soulève dès 1917 des problèmes nombreux et complexes, et nous verrons que les auteurs de la déclaration étaient conscients de ces problèmes, mais n'en étaient conscients que partiellement. La déclaration Balfour a été soumise au cabinet et approuvée par lui. C'est donc une déclaration officielle qui engage la puissance britannique. Lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est encore la première puissance du monde, loin devant les États-Unis. Elle a la première flotte, le premier empire colonial, elle est la première puissance commerciale et financière, ses intérêts sont présents partout. Au Proche-Orient, elle contrôle les routes maritimes, à travers l'Égypte, le canal de Suez, le sud de la péninsule arabique et déjà le Koweït.
Elle est en guerre contre les Turcs depuis 1914 et évidemment, elle est soucieuse de ce que deviendra la région si l'Empire ottoman venait à disparaître. Alors, lorsqu'une telle puissance déclare qu'elle emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation d'un objectif, bien entendu, il s'agit de paroles importantes et lourdes de conséquences. Les aspirations sionistes, ce sont celles du mouvement créé par Theodor Herzl en 1897. Le peuple juif, qui a été chassé de Palestine depuis l'Antiquité, n'a jamais perdu le souvenir de Jérusalem et de ce que la Bible appelle la terre promise. Les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire la dispersion, ont toujours maintenu le rêve d'un retour en Palestine, mais cela restait à la fois assez vague et très lié à la religion. Theodor Herzl est le premier à construire, à la fin du XIXe siècle, autour de cette idée du retour en Palestine, un mouvement qui est non pas religieux, mais national et politique. Au moment où se développe en Europe une grande vague d'antisémitisme, Herzl explique que les Juifs, comme tous les autres peuples, ont besoin d'un État et que cet État doit être créé, si possible, en Palestine. Il faut souligner que ce mouvement s'inscrit dans le grand mouvement des nationalités du XIXe siècle, mouvement progressiste qui affirme le droit des peuples à se gouverner et aussi, s'ils le souhaitent, à se donner un État. Au départ, le projet sioniste paraît très utopique et peu de Juifs militent pour lui. Mais, comme c'est souvent le cas, la guerre est un formidable accélérateur et le soutien qui est apporté par l'Angleterre au projet sioniste en 1917 est donc un tournant tout à fait décisif. À travers la déclaration Balfour, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cette prise de position, au premier abord, peut paraître surprenante. Comment l'Angleterre peut-elle s'engager en faveur d'un projet qui, jusque-là, paraissait aussi utopique? Et comme il est clair que la sympathie personnelle connue de Balfour pour la cause sioniste n'est pas une explication suffisante, il faut se demander quels sont, dans cette affaire, les intérêts de l'Angleterre, puissance mondiale engagée dans une guerre mondiale. L'Angleterre en guerre cherche à rassembler autour de sa politique le maximum de soutien et de sympathie. Alors bien sûr, le mouvement sioniste n'est pas une force très importante, mais la déclaration Balfour s'adresse surtout aux communautés juives du monde, et elle veut leur montrer que leurs intérêts sont du côté de l'Angleterre. Ces communautés sont nombreuses et influentes en Allemagne, aux États-Unis et en Russie, où de nombreux dirigeants révolutionnaires sont juifs. Au Proche-Orient même, la cause sioniste paraît intéressante pour la diplomatie britannique. Que veulent les Anglais? Ils ne songent pas à coloniser la région, mais plutôt à installer sur les ruines de l'Empire ottoman des États indépendants qui seraient leurs clients et leurs alliés. En Palestine, une communauté juive protégée par l'Angleterre pourrait être un point d'appui important pour la diplomatie britannique. Par la déclaration Balfour, les Anglais prennent aussi de vitesse leurs alliés, mais rivaux dans la région, les Français, qui avaient entamé des discussions avec le mouvement sioniste. On voit donc que la déclaration Balfour s'explique par un calcul politique de la diplomatie britannique, beaucoup plus que par une soudaine sympathie pour la cause des Juifs. Mais ce calcul était en grande partie maladroit et dangereux. La déclaration Balfour n'a rien improvisé. Elle a été longuement discutée par le cabinet britannique et elle est écrite d'une seule phrase dont chaque mot a été pesé. Elle mérite donc d'être examinée avec soin. Remarquons tout d'abord que les Anglais ne s'engagent qu'avec une certaine prudence. Le gouvernement de Sa Majesté ne s'adresse pas directement au mouvement sioniste. Il passe par l'intermédiaire de Lord Rothschild, qui est banquier,
et représentants très respectables de la communauté juive de Londres, et l'ont pris, lors de Rothschild, de transmettre le message. En effet, la fédération sioniste est un mouvement politique presque subversif, comme l'étaient tous les mouvements nationaux au XIXe siècle. Ce n'est pas un État avec lequel le gouvernement britannique pourrait passer un accord. La déclaration affiche sa sympathie à l'adresse des aspirations sionistes. Sympathie, cela reste un terme mesuré et ça ne signifie pas nécessairement un accord complet. La distance est encore plus nette lorsqu'on passe aux propositions concrètes des Anglais. Le texte parle d'un foyer national pour le peuple juif, ce qui semble signifier simplement un endroit où pourront vivre les Juifs. Et ce n'est pas l'État juif que réclame le mouvement sioniste. Un État, cela suppose une indépendance complète avec une diplomatie et une défense qui soient autonomes. L'Angleterre, qui souhaite contrôler la région, envisage plutôt une communauté juive vivant sous sa protection. Mais, malgré toutes ces limites, il est clair que ce texte constitue un grand succès pour le mouvement sioniste. Il était très isolé avant 1914, et voilà qu'il reçoit, avec la déclaration Balfour, le soutien et l'encouragement, même partiel, d'une des plus grandes puissances du monde. Il y a dans la déclaration Balfour une autre ambiguïté très dangereuse pour l'avenir, c'est qu'elle ignore superbement la réalité arabe. Il y a toujours eu une communauté juive en Palestine, en particulier à Jérusalem. Au début du XXe siècle, Jérusalem aurait à peu près, parce que les statistiques ne sont pas très fiables, 50-60 000 habitants, et la communauté juive en représenterait à peu près la moitié. Mais sur l'ensemble de la Palestine, il y a, toujours au début du XXe siècle, environ 600 000 habitants, qui se répartissent en gros ainsi: 80% d'Arabes musulmans, 10% d'Arabes chrétiens et 10% de Juifs. Ces Arabes, qui forment en fait la population de la Palestine, leur nom n'est même pas prononcé par la déclaration Balfour. Ils ne sont évoqués que comme les collectivités non juives existantes en Palestine. La déclaration Balfour ignore donc superbement la réalité arabe. C'est d'autant plus grave que l'année précédente, en 1916, les Anglais, pour inciter les Arabes de l'Empire ottoman à se révolter contre les Turcs, les Anglais leur ont promis la création d'un grand royaume arabe indépendant. Pour les Arabes, Jérusalem, deuxième ville sainte de l'islam, doit faire partie de ce royaume, et ils ne peuvent pas se contenter d'une vague promesse de respect de leurs droits civils et religieux dans une Palestine qui ne leur appartiendrait plus. Enfin, il y a un dernier problème. Les auteurs de la déclaration Balfour ont bien senti que le foyer national juif n'était pas nécessairement la meilleure réponse possible au problème de l'antisémitisme. À partir du moment où les Juifs pourraient vivre en Palestine, est-ce qu'on ne serait pas tenté, en Europe ou ailleurs, de leur dire qu'ils n'avaient qu'à rentrer dans leur pays? C'est bien pourquoi la déclaration Balfour précise qu'il n'est pas question de porter atteinte aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Cette garantie n'a pas suffi à convaincre de nombreux Juifs, et en particulier Edwin Montagu, qui était dans le cabinet britannique le seul ministre juif. Il a refusé d'approuver la déclaration Balfour en expliquant que sa seule patrie était l'Angleterre et qu'il ne voulait pas s'entendre dire qu'il avait une autre patrie en Palestine. La déclaration Balfour apparaît donc comme un document important sur les origines de l'État d'Israël. Elle a donné un encouragement décisif à un mouvement sioniste qui était jusque-là assez isolé. Et elle a aussi l'intérêt de laisser voir, à travers les lignes, que la création de cet État ne pouvait pas se faire sans poser de graves problèmes. La diplomatie britannique a cru que les Juifs et les Arabes accepteraient de vivre ensemble au Moyen-Orient et sous la protection bienveillante de l'Angleterre. Ce faisant, elle a totalement sous-estimé la force des deux nationalismes.
Le sionisme, qui ne se contenterait pas d'un foyer national juif sous la protection anglaise, mais demanderait un État juif réellement indépendant. Et le nationalisme arabe, qui voudrait lui aussi son indépendance et n'accepterait pas de céder une partie de sa terre à la colonisation sioniste. Le piège s'est très vite refermé sur la diplomatie britannique, mais elle n'a reconnu son échec qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en abandonnant la Palestine. Il est significatif qu'en 1947, lorsque le représentant de l'Angleterre s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies pour annoncer que son pays se retire de Palestine, il reprend exactement les termes de la déclaration Balfour pour ajouter que cette déclaration a abouti à un échec. In accepting the mandate for Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect.